Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire consacré aux conséquences des nouvelles organisations du travail sur l'encadrement. Et pour cette session de ce matin, j'accueille donc Fabien Dampenon, secrétaire national aux finances publiques à la CGT, et Estelle Piernas, qui est secrétaire nationale à l'UFSE CGT. Donc, cette séquence se déroulera en deux parties. Fabien va nous présenter un guide pour l'encadrant, appuyé par les revendications CGT. Et ensuite, nous aurons des illustrations de ce qui se passe dans la pratique, dans la fonction publique, par Estelle. Fabien, je te laisse la parole. Merci Anthony. Alors en matière de télétravail, il semble désormais faire consensus que c'est durablement installé dans le paysage et de manière irréversible. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une simple adaptation des modes de fonctionnement qu'on a pu connaître. C'est une vraie révolution, à la fois en termes d'innovation technologique et en termes d'innovation organisationnelle. Le sujet, évidemment, a déjà fait l'objet de nombreuses analyses, mais il nous a semblé utile aujourd'hui d'en évoquer les conséquences sur l'encadrement, en particulier sur l'encadrant qui peut se trouver en situation où ses collaborateurs, son supérieur hiérarchique et lui-même sont en situation de télétravail bien installé, pérenne. Alors, on précise déjà à la CGT, et c'est très important, on y reviendra, que le télétravail, c'est un mode de travail. Et c'est surtout pas, et ça ne doit surtout pas être destiné à gérer l'absence d'un travailleur. Nous ne cautionnons donc pas, nous, à la CGT, le télétravail pour sobriété énergétique, qui renvoie les fonctionnaires à domicile consommer leur propre énergie pour que l'État économise la sienne. On ne cautionne pas non plus le télétravail imposé en cas de fermeture de site, pour travaux par exemple. Deuxième précision, à la CGT, on considère que le télétravail doit être volontaire et réversible. Et cette réversibilité ne doit donc pas servir d'alibi à une réduction de surface de bureau destinée à accueillir les agents. On verra sans surprise que beaucoup d'autres ont une vision très différente à ce sujet. Alors, une fois qu'on a posé ces limites, on va pouvoir examiner un petit peu plus précisément, un petit peu comme un guide, un vadémécum de l'encadrant en situation de télétravail, appuyé ponctuellement par les revendications portées par la CGT. Et on va commencer d'abord par la mise en place du télétravail, les écueils auxquels est confronté l'encadrant en télétravail, et ensuite, une fois que le télétravail est installé, au quotidien, comment l'encadrant peut gérer, quelles sont les difficultés qu'il rencontre. Et c'est là, effectivement, que ça sera enrichi par la deuxième partie d'Estelle sur les premiers constats qui remontent du télétravail dans la fonction publique. Alors donc, sur la mise en place du télétravail, première chose, le télétravail ne doit pas servir de récompense aux agents méritants. Le télétravail est une organisation du travail, ce n'est pas la carotte qui est attribuée aux agents les plus dociles ou les plus méritants. Donc la première étape, c'est d'abord identifier clairement les missions qui peuvent être exercées en télétravail. Là encore, il me semble évident que les missions d'accueil du public nombreuses dans les administrations n'ont pas vocation à être exercées en télétravail. Là encore, pourtant, certains vont très, très au-delà. Nous y reviendrons. La gestion des fonds aussi, par exemple, peut difficilement s'exercer en télétravail. Donc, une fois qu'on a identifié quelques missions non télétravaillables et qu'on les a écartées du périmètre, l'encadrant se trouve dans une équipe avec des missions qui sont éligibles soit partiellement, soit totalement au télétravail. La deuxième étape, après les missions, c'est les agents en charge du télétravail. Et pour ça, la notion a priori la plus importante, c'est l'autonomie professionnelle de l'agent sur les missions qu'il va exercer. Alors, cette autonomie, bien sûr, est progressive et le cas particulier des agents en première affectation après une formation initiale ou qui intègrent de nouvelles missions peut bien sûr constituer un obstacle à l'éligibilité au télétravail, du moins dans un premier temps. Alors, le premier écueil que l'encadrant rencontre le plus souvent, c'est l'absence de consignes claires ou des consignes trop générales de la part de son administration, ses services RH ou son supérieur hiérarchique. Et devant cette absence d'informations claires, il encourt le risque d'une disparité dans sa prise de décision, parce qu'évidemment, il y aura comparaison au sein de plusieurs services en situation de télétravail, et il est bien évident que l'encadrant doit avoir la légitimité de la décision finale,
c'est son équipe, il la connaît le mieux. Mais par contre, il ne doit pas être seul à assumer la responsabilité de la détermination des critères. Les critères doivent lui être proposés de manière claire et transparente et il doit, lui, être en situation de les mettre en œuvre. La deuxième étape, c'est le quantum de jours de télétravail que l'encadrant peut mettre en œuvre dans son équipe. Combien de jours de télétravail par semaine? Ces jours doivent être fixés ou être flottants, c'est-à-dire variables d'une semaine à l'autre. On a constaté, en effet, nous sommes remontés déjà à la CGT, des refus de télétravail déguisés, c'est-à-dire que des encadrants se voient obligés d'accorder du télétravail, non pas dans des jours fixes, mais dans des jours flottants. Et lorsque les agents se trouvent en situation de déposer ces jours de télétravail, ils leur sont refusés pour nécessité de service. À cette étape, nous précisons, nous, à la CGT, que tout agent dont l'autonomie et les missions sont compatibles avec le télétravail, ce qu'on a vu en premier, doit se voir octroyer la quantité de jours de télétravail qu'il souhaite si elle est compatible avec les nécessités du service. Là encore, pour des raisons d'équité au sein des services et entre services. Alors, on peut prendre comme hypothèse une équipe de 10 agents qui pourraient télétravailler 3 jours par semaine et tous avec des jours variables, c'est-à-dire d'une semaine sur l'autre en changeant leur jour de télétravail. Donc là, il est bien possible qu'au bout de quelques semaines, l'encadrant constate qu'il sera impossible de faire fonctionner son collectif de travail, avec le risque majeur de voir une évolution progressive de travaux collectifs vers des travaux individualisés. Il y a 2 risques à cette situation. Des risques professionnels, avec la fin de travaux collectifs et d'associations au sein du collectif de travail. Et les deuxièmes, beaucoup plus graves à nos yeux, sont des risques personnels. Les agents peuvent réagir différemment à la fragilisation ou à la disparition des liens du quotidien entre les collègues. Donc, cette question du nombre de jours de télétravail est cruciale pour concilier les demandes des agents et des chefs de service. Là encore, l'encadrant de proximité est laissé souvent le seul décisionnaire, avec comme seul appui une note de service qui indique que tous les agents peuvent se voir octroyer 3 jours par semaine fixes ou flottants. Et donc, la charge est sur l'encadrant pour la mise en œuvre opérationnelle. Enfin, et c'est trop souvent l'inverse que l'on constate, la mise à disposition d'outils adaptés doit précéder la mise en place du télétravail. 2 types d'outils sont importants, des outils matériels et des outils applicatifs. Alors, les outils matériels, c'est quoi? C'est les ordinateurs et les téléphones portables, bien sûr, mais c'est également tous les dispositifs permettant d'exercer le travail à domicile dans les conditions identiques à celles du bureau. C'est une revendication majeure de la CGT. Ce n'est pas à l'agent en télétravail à se fournir en matériel pour travailler dans les conditions identiques à celles du bureau. C'est l'administration qui doit les fournir. En matière d'application, il y a des développements d'applications collaboratives qui commencent effectivement à être déployées dans les administrations. Là encore, les premiers constats qu'on fait, c'est qu'elles sont trop souvent, par manque de formation, trop peu souvent utilisées. Et ça veut dire qu'au final, elles sont utilisées en mode dégradé ou pas utilisées et abandonnées faute de prise en main. Et sur ce sujet, le cadre ne doit pas être chargé de la formation et de la mise à disposition de ces outils. Il a juste un rôle de prescripteur dans l'utilisation des outils, mais ce ne doit pas être sur ses propres épaules que doivent reposer entre autres la formation à ces nouveaux outils. Donc voilà pour la mise en place, parce que pour que le télétravail fonctionne ensuite au quotidien, il faut que tous ces éléments-là aient été clarifiés, appropriés au sein du service.